Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour parler d'une entreprise énergétique. On en parle avec Thomas Lebeu, directeur général délégué du groupe IDEX. Bonjour Thomas. Bonjour. IDEX, pour le dire simplement, c'est 5000 collaborateurs, 5000 salariés tournés vers les énergies bas carbone. Et on va en parler avec vous. Et je vous posais la question. Vous avez évidemment entendu Ursula von der Leyen qui hier a indiqué un arrêt progressif du pétrole russe, ce qui veut dire que cela implique le gaz. On arrête le charbon. Votre entreprise, je dirais, elle est parfaitement orientée pour peut-être tenter dès cet hiver, de répondre aux besoins des Français. Parce qu'on va avoir cette question. Si on ne prend plus de pétrole russe, il va falloir compenser. Enfin, c'est un vrai sujet, là. Dès cet hiver, mais il va falloir se préparer, puisqu'on ne décide pas d'un claquement de doigts de changer de mix énergétique. Mais juste pour revenir très vite sur IDEX, nous, on est un énergéticien indépendant, on est une grosse ETI française, et on est schématiquement présent sur deux métiers. Le premier, ce sont la gestion d'infrastructures. Et quand je dis gestion, c'est conception, réalisation, financement et opération sur la durée d'infrastructures énergétiques. C'est les tuyaux, c'est tout ça. Hein. Les infrastructures, c'est des UVE, des unités de valorisation d'énergie. On brûle des déchets, des incinérateurs. C'est des UPE, des unités de production d'énergie. C'est de la méthanisation, comme vous l'avez dit. Mais c'est aussi de la géothermie, c'est aussi de la biomasse. Et puis, c'est des réseaux de chaleur et de froid pour chauffer les bâtiments. Paris, par exemple, c'est un réseau de chaleur. C'est le plus grand réseau d'Europe qui est géré à Paris. Donc ça, c'est le métier des infrastructures. Et puis, le deuxième métier d'IDEX, c'est la gestion des services et les services à l'énergie, l'efficacité énergétique pour les bâtiments et ses occupants. Et chez IDEX, on gère 18 000 bâtiments pour les collectivités, la santé, le tertiaire, le privé. Donc là, c'est faire des économies d'énergie en envoyant des opérateurs qui vont régler votre chauffage, votre chaudière pour vous faire des économies d'énergie. Et donc, le contexte, comme vous le rappelez, nous rappelle que l'économie d'énergie va être quelque chose de fondamental, même si ça l'était déjà, ça le deviendra encore plus. En fait, il y a deux sujets à travers le choix de Ursula von der Leyen. Il y a à la fois les économies d'énergie et l'idée de se passer d'un certain nombre d'énergies venues de Russie. Est-ce qu'elles peuvent être compensées par vos énergies bas carbone? Parce que c'est tout l'enjeu. Typiquement, un réseau de chaleur, ça rend indépendant une collectivité ou une autorité organisatrice à l'achat de gaz russe en l'occurrence. Donc si vous avez une centrale à biomasse qui va chauffer vos habitants, vous devenez indépendant énergétiquement. Donc c'est exactement des solutions comme celle-ci, dites bas carbone. Et donc, bon an, mal an, on va transformer nos centrales à gaz avec de la biomasse, avec de la méthanisation. On utilise la chaleur produite par l'incinération des déchets. Donc c'est toutes ces solutions qu'IDEX, au travers de ces infrastructures, met en œuvre sur les territoires. Alors Thomas, ce qui est intéressant, c'est l'histoire de l'entreprise. En quelques mots, on ne va pas faire toutes les dates, mais elle naît en 63, entreprise familiale, oui. Et c'est quelqu'un qui, globalement, avec ses camions, fait de la livraison de fioul. Exactement. C'est ça l'entreprise au départ. L'entreprise familiale, c'est un monsieur qui s'appelle Georges Planchot, en 63, à Boulogne-Billancourt. Et donc faire de l'énergie, à l'époque, c'était une utilité, donc c'était le fioul, le charbon. Ouais. Et donc, dans les années 80-90, son fils, qui s'appelle Alain Planchot, qui était un visionnaire, a été un des premiers à investir dans les énergies renouvelables. Premières éoliennes en France, première méthanisation en France. Bon, et le groupe, on ne va pas faire son histoire, mais il est devenu le leader indépendant sur le bas carbone et sur les infrastructures bas carbone des territoires. Alors, on va voir quelques images tout à l'heure qui sont intéressantes parce que vous êtes une belle ETI. Alors, évidemment, par rapport aux mastodontes énergéticiens français, vous êtes petit, mais vous vous destinez à grossir. Vous êtes en pleine phase de recrutement. Et ça demande, pour le type d'entreprise, de l'agilité, de l'intelligence. D'abord, quels sont les métiers qui sont ouverts? Parce qu'on dit que ce sont des métiers d'avenir, mais c'est les métiers d'aujourd'hui. Hein. C'est quoi? C'est des plombiers, des électromécaniciens? C'est quoi les métiers que vous proposez? Alors, le gros des troupes sur le terrain sont des techniciens. Ceux qui connaissent... Alors des techniciens chauffagistes qui, eux, d'ailleurs, vont devoir sans doute vivre aussi leur transition énergétique. Parce qu'un chauffagiste à gaz... post-crise ukrainienne sera peut-être un chauffagiste à l'électricité. Donc ça, on a notre transition énergétique à faire, nous, dans le secteur. Donc c'est des techniciens, beaucoup de techniciens. Mais c'est aussi beaucoup d'ingénieurs, puisque quand on parle infrastructure, quand on parle hydrogène, quand on parle récupération de la chaleur fatale, il faut des ingénieurs. Donc on recrute, c'est essentiellement technique, et allant du bac pro, des BTS, jusqu'aux ingénieurs. Je vous repose la question une dernière fois parce que celle-ci, elle me semble la plus centrale. C'est est-ce que vous dites aujourd'hui, quand vous avez votre tableau de bord, vous êtes le directeur général de cette entreprise, vous dites on est en capacité de pouvoir compenser le manque à gagner du pétrole qui nous arrivera plus de Russie. Est-ce qu'on peut dire aux Français aujourd'hui, notre entreprise et peut-être le réseau des entreprises énergétiques à bas carbone, avec modestie, on est capable de répondre à la demande, ou alors il faudra baisser nos chauffages à 17 parce qu'on ne sera pas capable de répondre à la demande? Je pense que dans la transition,
transition, il faudra peut-être réaménager et toucher un peu confort, mais peut-être pas à 17. On va dire, passer de 21 à 20. On parle de 19 degrés. Voilà, donc ça, il faudra sans doute le faire. Mais pour répondre à votre première question, si on met les moyens, on peut avoir 100% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Le sujet, c'est que, enfin, l'énergie renouvelable, en tout cas, il faut investir. En France, on a le nucléaire, qui est une énergie décarbonée, donc et qui est, de ce point de vue-là, une bonne énergie. Les écolos l'appellent pas renouvelable. Hein. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas, qui est une énergie décarbonée. Moi, votre question, c'était versus les fossiles, le pétrole et comme le gaz. Donc, le charbon, bien évidemment, le charbon, il en reste encore un peu en France, mais là, on était déjà parti dans cette transition. Donc, oui, on peut le faire, mais comme le domaine de l'énergie est un domaine régulé, ça viendra forcément d'un mouvement lancé par l'État pour subventionner ou aider ces réseaux de chaleur. Enfin, à titre indicatif, tout ce qui a été fait en début d'année sur le bouclier tarifaire, c'est environ entre 15 et 20 milliards. Et il a fallu le faire parce qu'il fallait que les gens finissent leur fin. Jusque fin de l'année. Le réseau de chaleur en France, les fonds qui sont donnés, les subventions de l'ADEME, c'est 500 millions d'euros par an pour toutes les collectivités, pour tous les réseaux de chaleur. Donc voilà, vous avez le matrix. Et encore une fois, il a fallu réagir. 20 milliards, 500 millions. Oui, il a fallu réagir maintenant, puisque la guerre est arrivée, et je pense qu'il fallait le faire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une volonté, mais oui, c'est possible de devenir totalement indépendant du gaz russe et du fossile en général. C'est intéressant, pas de sparadrap, mais une vraie stratégie. Mais il faut un peu de temps, c'est pour ça que ça ne se fera pas en 2 minutes, mais une vraie politique, et les entreprises et les savoir-faire sont là. Revenons à vos collaborateurs, parce que IDEX est une marque peu connue, je dirais, en termes médiatiques. Et c'est l'occasion qui vous est donnée d'ailleurs ici sur le plateau. Mais merci. Comment on fait pour attirer à la fois les talents, c'est le mot qu'on utilise, mais aussi des collaborateurs techniciens dont vous avez besoin pour l'entretien des réseaux, pour assurer la qualité des réseaux. Est-ce que vous galérez? La question, je l'ai déjà posée il y a quelques minutes à un invité précédent, mais je vous la pose à vous. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de recruter? C'est compliqué. Nous, clairement, notre développement est freiné par manque de personnes. C'est-à-dire qu'on doit freiner le développement sur le terrain. Vous avez dit tout à l'heure, alors on était 5052 exactement, j'aime bien la précision quand il s'agit des hommes, mais au dernier recensement, et d'ailleurs ça a dû évoluer depuis, mais on a globalement 10% de taux de vacances. Ça veut dire qu'actuellement, chez IDEX, on cherche 500 personnes. 500 personnes sur toute la France. On a 110 agences à travers la France, et donc il y a finalement 2 sujets. Il y a un enjeu de volume qui est celui-là, et puis il y a un enjeu de compétences. Oui. L'enjeu de volume, ça veut dire que ces métiers-là, ils n'étaient pas... Enfin, IDEX n'est pas connu, mais les métiers n'étaient pas très connus. Les métiers aussi, oui. Ces métiers-là, ils étaient peu valorisés. Alors, ils deviennent de plus en plus dans leur thématique. Là où il y a 15 ans, vous disiez à des jeunes, allez travailler sur l'énergie et les économies d'énergie. Maintenant, ça fait du vrai sens. Alors après, il y a un pas entre dire, vous allez travailler à la transition énergétique et puis vous allez être chauffagiste dans une chaufferie. Donc, il faut être attractif. Donc, cet enjeu de volume, comment on l'adresse, comme une petite entreprise agile et petite, on est parfois gros, parfois la petite par rapport aux ensembles. Nous, on a cette agilité qui nous permet de chasser et de lancer plein d'initiatives. Je pourrais vous en donner plein et ma DRH serait bien mieux à même de le faire. Mais typiquement, on a un bus qui s'appelle IDEX School Bus qui va dans les écoles, dans les lycées pro, dans les BTS, et qui va rencontrer avec des techniciens. Vous ouvrez les portes. Avec un look sympa, on leur raconte l'histoire, on les invite. Et donc ça, c'est une initiative. On travaille par exemple avec toutes les organisations. L'AFPA qui a lancé un programme HOPE pour les publics plutôt réfugiés, on travaille avec eux. Mais la semaine dernière, l'opportunisme complet, j'ai lu un article dans un grand quotidien, une interview de Marie Blaise, que je ne connais pas, que j'ai eu au téléphone, mais je sais qu'elle va rencontrer les équipes d'IDEX, qui est la patronne de l'école Gustave. Et l'article, c'était remettre au goût du jour les plombiers et les techniciens. Elle a l'air de faire un métier super, technique, de faire de la reconversion pour des gens qui ne savent plus trop ce qu'ils font. Il y a des besoins, elle le fait. Et donc, vous allez la voir. Moi, je l'ai appelé le lendemain. Et on s'est mis d'accord, et puis peut-être qu'on fera des choses ensemble. Donc on est vraiment friand de toutes ces initiatives. Et donc ça, c'est pour aller chercher et sourcer. Après, comme on est attractif, on est attractif en expliquant que ce métier, c'est un métier d'avenir, parce que c'est le plein emploi, qui est plutôt bien payé. Ces entreprises, elles peuvent offrir encore de l'ascenseur social. On a beaucoup de gens qui sont rentrés techniciens, qui sont responsables d'agences, qui sont responsables commerciaux. Et puis, il y a tous
les petits à côté d'une entreprise dite familiale, même si l'entreprise est grosse et son siège est un peu moins familial, toutes les agences et les régions sont des familles. Évidemment. Et donc là, on essaye de créer ces ambiances-là. Oui, 5000 disséminés sur toute la France. Ce n'est pas une tour dans laquelle il y a 5000 salariés. Voilà. C'est des gens sur le terrain. On va regarder des images parce que c'est vous qui avez initié, dynamisé cette initiative. Elle est intéressante parce que ça, c'est de la marque employeur. Et vous vous êtes dit, on va faire du Made in France. Je veux que mes collaborateurs soient bien habillés. On va découvrir ces images. C'est un défilé de mode, entre guillemets, avec c'est un défilé de mode, éclairé comme un défilé de mode, avec le mouvement des épaules qui va bien, avec les salariés d'IDEX. Et c'est les vêtements qu'ils portent sur le terrain. Dites-nous, c'était quoi l'esprit? C'était être bien habillé, être identifié, créer un peu comme les workers américains, être fier de son boulot. Enfin, l'idée, on parle toujours de qualité de vie au travail, de bonheur au travail, donc ça c'est important, c'est du management. Mais par contre, il y a plein de petites choses qui font qu'on est plus attractif. Donc, dire à des jeunes, on a des méthodes opérationnelles très digitalisées, vous êtes autonome, ça, je pense que c'est attractif. Et des sujets aussi peut-être anecdotique que la tenue, qui n'en est pas un, vous avez raison, vous donnez l'exemple des Américains. Nous, on s'est dit, il faut que nos techniciens soient beaux, il faut qu'ils aient qu'ils soient fiers de porter le maillot, qu'ils aient des vêtements confortables. Ça, et puis la touche, c'est ça, oui, complètement. Enfin, moi, j'en ai parlé avec Jean-Guy Lefloc, le président d'Armor Luxe. On a fait ce choix, une marque bretonne qui fait les pulls marins, mais qui fait aussi des tenues de travail. Et donc, on est très fiers de ces équipes. Oui, elles sont très beaux. Et ça fait partie, je pense, aussi c'est pas qu'avec ça qu'on va attirer les gens, mais c'est aussi grâce à ça. Et puis là, non seulement vous attirez, mais j'ai envie de dire, vous faites de la rétention. C'est-à-dire qu'il y a une fierté, on les voit, parce que tous ceux qui sont passés à l'image, ce sont des salariés de la boîte. Ce sont des vrais techniciens. Ils sont fiers de retirer la casquette, de jouer. C'est aussi la rétention, parce que votre enjeu aussi, comme pour beaucoup d'entreprises, c'est de les garder, vos collaborateurs. C'est qu'ils ne partent pas à la concurrence. Exactement. Puisque marché tendu, ça veut dire que le turnover sur ces marchés-là est entre 10 et 15%, parce que les gens vont chercher chez leurs concurrents les salariés. Donc, c'est hyper important de les retenir, d'où cet esprit un peu familial, et puis d'offrir de la flexibilité dans le travail. Et ça, c'est plutôt le deuxième point sur comment on va chercher les compétences et l'enjeu de compétences, puisque là, des ingénieurs en hydrogène, ils trouvent beaucoup de boulot. Donc là, il y en a beaucoup sur le marché, d'ailleurs, parce que ça, c'est un de vos secteurs. Il y a beaucoup d'ingénieurs hydrogène où on les tiraille... Non, enfin, encore une fois, il n'y a pas des ingénieurs hydrogène. Il y a des gens qui sont capables de faire de l'ingénierie dans l'hydrogène. Et donc, ceux qui ont de l'expérience, ils sont chassés. Et donc là aussi, pour les cadres, il a fallu trouver des solutions plus agiles. Alors l'accord télétravail, j'entendais juste avant de rentrer le sujet sur le télétravail. Nous, on a un accord télétravail qui est assez moderne, puisque encore une fois qu'on trouve que ça soit bien ou pas bien, c'est comme ça. C'est quoi? C'est 2-3 non, pas du tout. Nous, en tout cas pour les cadres, pour ceux qui peuvent parce que là, les techniciens, c'est compliqué. Les techniciens, aller régler votre chaufferie ou gérer un incinérateur, ça ne se fait pas à distance. Pas du tout. Bien qu'il y a il y a des choses qui sont maintenant digitalement. Mais non, là, nous, on a un accord qui peut permettre jusqu'à 4 jours de télétravail. En revanche, complètement en co-construction avec le manager, il n'y a pas de grandes règles. D'ailleurs, très peu de gens demandent 4 jours. Mais cette flexibilité-là, c'est aussi important puisqu'on est capable de le faire. C'est aussi être capable de dire sur ces profils-là, on vous embauche et vous êtes là où vous habitez. Ça veut dire que chez IDEX, jusqu'au comité exécutif, on a des personnes qui habitent dans le comité exécutif, des personnes qui habitent à Aix, une autre à Montpellier, 2 à Lyon, 1 à Nancy. Donc vous les faites en visio, vos comités exécutifs? On essaie d'avoir des moments de parce qu'il faut partager, les COMEX, on se voit, ils viennent. Mais après, ils repartent. Voilà. Donc ça veut dire d'avoir un mode de management peut-être plus en plan d'action et en résultat, en laissant une liberté. Et ça, pour le coup, c'est très, très attractif pour ce type de profil. Ouais, je ne vous ai pas présenté, mais ça, c'est intéressant, ce qui me permet quand même de dire quelques mots sur vous, parce que vous avez fait une longue partie de votre carrière chez Veolia, on peut les citer, qui sont des très gros groupes, qui sont des mastodontes. Et moi, j'ai le sentiment que votre entreprise IDEX, celle que vous dirigez, elle a cet avantage de la souplesse. Et c'est finalement, au fond, aussi ce que vous avez recherché, de l'agilité, de la souplesse, de pouvoir agir plus vite, ce qui n'est pas le cas dans les très gros groupes. Il y a déjà un fait, quand vous avez un groupe de 250 000 personnes, l'agilité, elle est compliquée. Donc, encore une fois, c'est plus compliqué. Donc nous, on est quand même 5 000, on est plus petit, même si ça commence à être un peu gros. Donc on essaie de garder cette agilité. Et puis, je pense que réellement, l'idée, c'est d'avoir vraiment des objectifs précis pour la deuxième population dont on parlait. Les cadres, de ne pas essayer d'être forcément derrière eux, d'avoir une vraie culture du résultat, ce qui veut dire que c'est peut-être attractif et assez sympa sur le papier. En revanche, il faut avoir des bons managers
qui suivent ça Ouais, enfin, et qui sont assez exigeants. Donc c'est pas open bar, il y a des résultats. Pas du tout. Il faut avancer, il faut ramener des résultats. Les enjeux pour vous, là, chez IDEX, vous avez besoin de techniciens sur le terrain pour les réglages, pour les infrastructures, pour faire des vérifications. Puis vous avez besoin d'ingénieurs de très haut niveau qui vous font avancer les technologies. C'est ça vos deux enjeux. L'avenir, c'est quoi? Parce qu'on voit quand même, quand on lit quelques articles sur IDEX, il y a quand même la volonté d'accélérer encore plus. C'est-à-dire que là, vous êtes à 5052, plus les 500 que vous recherchez. Vous allez jusqu'où là? C'est quoi l'objectif d'IDEX en termes d'emploi et donc en termes de stratégie et de développement? En termes de stratégie et de développement, on revient à votre introduction, c'est que la transition énergétique qui est devenue une vraie réalité, et excusez la palissade, une vraie réalité depuis 2 ans, confortée ou accentuée par la crise ukrainienne, fait que de toute façon, il va y avoir des projets d'infrastructures énergétiques pour rendre le pays indépendant. Et donc, du coup, on va avoir besoin d'ingénieurs, on va avoir besoin de techniciens. Donc, j'ai pas de chiffres en objectif, mais en tout cas, on a beaucoup de projets à venir. Et donc, il faut accompagner cette croissance par les équipes. Oui. Vous l'avez cité tout à l'heure, Veolia 250 000, parce que c'est aussi, il y a plusieurs métiers. Mais imaginons que le nouveau gouvernement, qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs, décide de s'engager vraiment vers une politique de transition énergétique et fait des lois dans le sens pour accompagner. Vous doublez vos effectifs, forcément, vous les triplez même. Parce que là, évidemment, ça devient un enjeu national que de méthaniser, que de créer de la biomasse, qui pour l'instant mais c'est assez fin encore. Hein. La biomasse, ça commence, c'est parti depuis pas mal de temps. Hein. Mais évidemment, j'appelle de mes voeux que dans 10 ans, IDEX, ça soit le double de personnes. Mais le sujet, c'est aussi, après, là on n'est plus sur l'emploi, mais comment on intègre ça, comment on gère cette croissance-là. Mais en l'occurrence, effectivement, il y a beaucoup de projets qui vont sortir des tiroirs, qui étaient, parce que le prix du gaz était bas et parce que le gaz était là. Donc prix du gaz haut, parce qu'on n'a pas parlé de ça, on a parlé de la crise ukrainienne et de la volonté politique. Mais le gaz commençait de déjà avant. Mais le gaz est très haut, donc à des prix du gaz haut et donc d'électricité haute, puisque les deux sont liés. Tous les projets de réseaux de chaleur à la biomasse, à la géothermie, toute la récupération de chaleur fatale dans l'industrie et même dans les usines d'incinération d'ordures ménagères. La chaleur fatale, c'est la chaleur qui va aux petits oiseaux quand vous créez des années. Voilà. Exactement. Donc ça, il faut la récupérer. Et donc, tout ça, il y aura des projets. Donc, je n'ai pas de chiffres à vous donner. C'est un champ de développement qui est infini quasiment. Exactement. Votre enjeu aujourd'hui, c'est quoi? C'est plutôt la méthanisation, c'est les réseaux de chaleur, c'est le froid, c'est le chaud. On voit que la méthanisation se développe beaucoup dans le monde agricole. Est-ce que vous dites ça, parce qu'il y a le débat éolienne-solaire, est-ce que c'est l'enjeu, la méthanisation, là, dans les 5 ans à venir? Je pense que quand on parle d'énergie, c'est un des enjeux. C'est le mix, en fait. Tout à l'heure, on a parlé du nucléaire et des réseaux de chaleur. Les deux peuvent vivre vraiment à côté. Il faut trouver les bonnes énergies aux bonnes unités. Donc la méthanisation en est une. C'est vrai qu'en France, la réglementation, il n'y a pas eu beaucoup de méthanisation en France par rapport à nos voisins. J'étais la semaine dernière en Italie du Nord, où là, il y a des démarches et des grands process pour vraiment fournir de l'énergie aux industriels du Nord via de la méthanisation agricole. Donc oui, c'est un des métiers et c'est une des voies sur lesquelles IDEX se positionne. Le modèle énergétique français, parce qu'il emploie beaucoup de salariés. On a parlé des gros mastodontes énergéticiens, mais il y a aussi EDF qui est en difficulté, il y a Areva qui a disparu. Est-ce que vous envisagez de vous positionner justement comme un des leaders français de l'énergie, puisqu'on a le sentiment aujourd'hui qu'on est un peu sur cette ligne de crête, que le modèle est en train de se déréguler. Encore une fois, c'est un peu de la géopolitique. Mais notre volonté, encore une fois, vous avez vu, on essaie d'être vraiment humble même sur nos objectifs. Encore une fois, on est une ETI, certes de grande taille. Il y a un vrai marché et on a cette compétence et on a ces qualités et ces canons de beauté d'être un des seuls qui est présent sur toute la chaîne de valeur, les UVE, les réseaux et les services, de l'énergie locale. On n'est pas la filiale énergie renouvelable d'un pétrolier ou d'un gazier, ce qui est un vrai avantage. Hein. Donc oui, il y a une place. Je ne vous dirai pas ici qu'on a la volonté d'aller concurrencer, en tout cas en taille. Ça serait un peu prétentieux. Ça serait très prétentieux et c'est pas du tout. En tout cas, on revient à l'image, l'attractivité, l'image qu'on veut donner d'IDEX. L'image, c'est quoi pour donner envie à ceux qui nous regardent? Il y a les 500 postes. C'est quoi? Entreprise conviviale, souple, dans lequel on a une marque employeur sympa et des avantages, parce qu'il faut aussi donner. Parler des plombiers tout à l'heure, on s'était moqué du plombier polonais dans une campagne de publicité. On s'en souvient, c'était il y a quelques années. Les métiers manuels ne sont pas valorisés en France. Est-ce que vous le subissez? Est-ce que vous dites, après tout, nous, IDEX, on va commencer à créer nos propres centres de formation pour essayer de créer en fait notre propre vivier? On a des campus un peu
peu virtuel, puisqu'on a beaucoup travaillé sur le digital. Quand on est une entreprise agile, on fait des campus virtuels. Donc, on a une plateforme IDEX e-learning qui fait de la formation. Donc, on fait cette formation-là. Donc, c'est pour répondre à votre question de campus. On croit beaucoup à la reconversion, d'où l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur l'école Gustave. Et encore une fois, je ne fais pas de la pub pour l'école Gustave parce que je ne la connais pas. Ouais. Mais c'est de la reconversion. Vous ne l'avez pas encore rencontré, Non, je ne l'ai pas encore rencontré, puisque j'ai vraiment lu il y a 15 jours lu l'article. Donc, ça veut dire que oui, on travaille et on pousse, soit en direct, soit des partenaires, à convertir et avoir des personnes. Et puis, que dire pour rejoindre IDEX, c'est vraiment rejoindre, là, pour le coup, une belle entreprise, encore familiale, avec un vrai esprit d'équipe, et puis qui est proche des territoires, puisqu'on a 110 agences, donc on est vraiment très local et très territorial. Avant de nous quitter, un mot sur l'international, parce qu'on a beaucoup parlé de la France, de tous ces développements, et c'est que vous êtes un peu suspendu quand même aux décisions gouvernementales qui vont arriver dans les mois qui viennent, pour peut-être accélérer cette transformation. Je pense qu'on n'aura pas le choix, vu évidemment les risques de manque d'approvisionnement. L'international, c'est quoi? C'est l'Europe? C'est quoi vos cibles? La stratégie d'IDEX la Belgique, en international, c'est vraiment l'Europe continentale et OCDE. Donc, on a une filiale IDEX Baltique qui est présente en Lituanie, où nous gérons 6 centrales biomasse, 3 à Kaunas et 3 à Vilnius. On a une activité, comme vous venez de le dire, en Belgique, où on gère de 200 micro-cogénérations. On est présent un tout petit peu au Luxembourg, c'est plutôt par opportunité frontalière. Et donc, tout à l'heure, je parlais de l'Italie. IDEX a la volonté de regarder 1 ou 2 nouvelles géographies. Mais encore une fois, on ira sur des sujets où on sera capable de mettre en œuvre notre valeur ajoutée, de faire de l'infrastructure et de développer nos services à partir de ces infrastructures. en tout cas, plus vous me parlez, plus je repense à la situation énergétique française avant 1945, où en fait, il y avait des énergéticiens dans chacune des régions qui étaient des entreprises privées. Oui, et j'ai le sentiment, peut-être me trompais, on en reparlera peut-être dans 10 ans, qu'on est en train de repartir sur un modèle de ce type, c'est-à-dire beaucoup plus décentralisé et moins centralisé, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, par la situation d'EDF, par la fin d'Areva. On n'est plus dans les grands groupes, on est plus dans des grosses, belles sociétés qui vont travailler régionalement. Est-ce que ça, vous l'avez intégré ou pas? Complètement. Enfin, je pense que le modèle d'IDEX est le modèle, après la crise, qui marche. Ouais, qui est le plus souple pour répondre aux besoins. Exactement. Merci Thomas Lebeu, merci d'être venu nous rendre visite, directeur général délégué du groupe IDEX. 5052 salariés, je n'ai pas le compteur qui tourne. En janvier. En janvier. Alors je suis persuadé que c'est plus, avec 500 postes à pourvoir, là, tout de suite. Allez donc jeter un œil dans l'onglet recrutement, et puis peut-être que vous nous ferez part la prochaine fois de votre rencontre avec cette directrice d'école qui donne envie de devenir plombier. 500 postes, et il n'y a pas que des postes de techniciens, je précise, il y a aussi des postes d'ingénieurs, des postes de très haut niveau, et du back-office, évidemment, dans tout le... Pour un soldat au feu, il faut 3 personnes. 3 personnes derrière. Il y a la compta, il y a le marketing, il y a aussi la communication. Tous ces gens-là, et les RH. Et les RH. N'oubliez pas les RH. Merci Thomas Lebeu de nous avoir rendu visite, directeur général délégué d'IDEX. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Alors je ne sais pas, ça va peut-être concerner les salariés d'IDEX. On va parler de la Sarthe. Bah oui, pour donner envie aux salariés de partir dans ce beau département. C'est dans Fenêtre sur l'emploi, et c'est tout de suite.